Donc cet après-midi, nous allons faire une petite happy hour. Le problème de l'happy hour à 14h45, c'est qu'il ne faudrait pas que ça se transforme en papy hour. If you see what I mean. Alors j'ai demandé pour ça à Lionel Jouve de vous concocter un panel dont vous allez vous souvenir. Lionel, c'est pour toi. On l'applaudit. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là de ce voyage. Et comme je suis récent dans l'organisation, je suis le petit nouveau et j'ai été bizuté et il m'a mis à cette heure-là, comme il l'a expliqué, c'est une heure assez compliquée. Happy Hour, Open Banking, à consommer sans modération. Alors, pour moi, l'Happy Hour, le vrai Happy Hour, c'est à New York, une petite musique, un club de jazz, une ambiance feutrée, des partenaires, des clients triés sur le volet et des musiciens hors pair. Mais vous avez été triés sur le volet, certes, mais il vous faut un mot de passe. Et le mot de passe, il est simple. Vous allez prendre votre smartphone, ConnexMe, et vous allez rentrer, pour vous, la définition, le seul mot qui réunirait Open Banking et API. Je vous laisse le temps de le faire. Et pendant ce temps-là, j'ai la grande joie, comme tout amateur de jazz qui aime le quartet, de faire venir mes musiciens. Premier musicien qui est une musicienne, c'est Béatrice Collot, directeur des activités de trade et d'affacturage d'HSBC France. Je vous demande de l'applaudir. Ensuite, pour renforcer notre groupe, j'appelle Bruno Melado de BNP Paribas, qui est en charge de la responsabilité des paiements dans le Cash Management Group de BNP Paribas. Soyez le bienvenu. Et pour finir, Alain Rass, directeur général pour les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique de SWIFT. Alors déjà, un grand merci de vous être prêté à cette table ronde. Les mots qui apparaissent, finalement, sont ouverture, avenir et fintech. Moi, de façon plus générale, ce que je voulais vous demander, c'est qu'on vient de fêter les 20 ans du CEPA. Je crois que certains trésoriers dans la salle en ont soupé du CEPA et ont fêté ces 20 ans avec grand plaisir. Maintenant, on nous parle API, on nous parle Open Banking, DSP2. Alors, bien évidemment, faisons un premier aspect qui va être de faire un petit peu de vocabulaire, de faire de l'apiculture. Et là, je me retourne vers vous, Alain, en tant qu'autorité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que l'API, qu'est-ce que l'open banking, comment on pourrait l'expliquer de façon assez facile? Bonjour à tous. Je crois que la question a été posée juste avant, donc les réponses étaient déjà là. Encore que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit précédemment. Je suis plus ou moins d'accord, mais je pense que c'est plus large que ça. Je vais commencer d'abord par ce que je comprends et je définis par l'open banking. Finalement, c'est très lié à l'évolution de la technologie, la digitalisation, comme on l'appelle aujourd'hui, qui fait que finalement, tout le monde a accès à toute l'information qui est disponible aujourd'hui. Et les véhicules d'information deviennent de plus en plus puissants. Dans le smartphone, on parle de G4. Dans la région du monde où je vis, on en passe déjà au G5. Et là, je vous dis déjà que l'information que vous pouvez avoir à part du G5 est tout à fait colossale. Et cela permet donc finalement d'ouvrir l'ensemble des canaux d'information aux banques et de permettre surtout, c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi, aux clients de pouvoir avoir accès à cette information digitalement, évidemment, et de pouvoir différencier, ou en tout cas choisir les canaux d'information qu'ils puissent avoir vis-à-vis de ces banques. Alors évidemment, c'est un énorme pouvoir pour le client, parce que le client peut directement avoir accès à l'information qu'il veut et prendre les décisions qui s'en suivent. Je pense
que c'est plus que les paiements. Je pense que vraiment l'open banking, ça couvre l'ensemble des aspects des activités bancaires, des paiements, même des titres, du trade finance. C'est vraiment très très large, plus que les paiements. Peut-être que ça commence à jouer avec le paiement parce que c'est peut-être le point d'ancrage auprès du public. Le public voit directement le moyen de faire des paiements et de choisir la qualité de son service. Mais finalement, je crois que ça couvrira beaucoup d'autres activités. L'API, finalement, c'est lié à l'un. L'un permet l'autre. L'API, finalement, c'est un moyen technologique. Un API, finalement, c'est un petit software qui permet d'accéder à l'information. C'est finalement ni plus ni moins un nouveau canal de messagerie. En fait, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus simple, mais finalement, ça permet d'avoir accès à l'information d'une manière instantanée. L'un peut fonctionner sans l'autre. L'API fonctionne sans l'open banking, il faut bien être clair. Aujourd'hui, les banques utilisent les API très fréquemment pour relier leurs applications entre elles, etc. Et je peux vous dire aussi que dans beaucoup d'autres pays, les API sont déjà utilisées dans bien d'autres canaux que simplement les paiements. Très bien. Béatrice, API, on voit, open banking. Alors, pour les activités de trade et d'affacturage, en fait, le sujet n'est pas tellement réglementaire, puisqu'on est indirectement impacté par la DSP2. Donc, pour nous, l'open banking, ça veut dire des systèmes ouverts, ils sont ouverts avec une connectivité simplifiée qui est facilitée par les API, qui sont en fait des interfaces simples en dehors des systèmes qui ne se parlent pas habituellement. Donc, ce qu'on peut dire plutôt, c'est que comme on n'est pas concerné par la DSP2, on a vu ces nouvelles technologies comme une opportunité de digitaliser le trade. Alors, c'est un besoin vital pour nous en trade pour d'autres raisons. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres de l'OCDE qui disent qu'à aujourd'hui, 70% des opérations de trade dans le monde font l'objet d'un incident. C'est un incident qui est soit dans le domaine financier, donc entre les banques du crédit documentaire, mais c'est aussi des incidents qui sont dans la supply chain physique, donc au moment du transport, du dédouanement, toutes ces étapes qui sont assez nombreuses. Il faut savoir que dans une opération de trade, on a constaté qu'il y avait en moyenne une douzaine d'intermédiaires, et que c'est la complexité de cet écosystème qui fait qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est encore très papier, qui est assez peu normé. Et donc, comme ce métier du trade a assez peu évolué ces 150 dernières années, les deux révolutions qu'on a pu connaître, c'est l'apparition du container, qui a facilité, je dirais, dans la partie supply chain physique, le transport. Et l'autre, c'est le fait que les documents de transport qui sont indispensables aux banques prennent l'avion, alors qu'avant, ils prenaient le bateau. C'est les deux révolutions qui sont arrivées. Donc, il paraît indispensable d'avoir cet open banking et ces API comme catalyseur de la digitalisation du trade. Et HSBC, en tant que première banque de trade dans le monde et en volume et en valeur, nous pensons que notre rôle, c'est de promouvoir cette digitalisation, et cela en étroite collaboration avec les membres de l'écosystème, donc nos clients, bien évidemment, mais aussi tous ces intermédiaires que l'on a évoqués. Très bien, donc on le voit sur le trade. Bruno, cash management, API, cash management, open banking, ça a du sens ou c'est complètement fou? Bon, absolument, peut-être ma définition des API, c'est pour dire un peu les choses, mais c'est une connectivité en plus, c'est une connectivité un peu plus intelligente. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans la DSP2, qui avait comme objectif d'ouvrir l'accès à des données, finalement, il n'y a aucune mention d'un API. Ça, c'est l'industrie qui a choisi que l'API, c'était une bonne façon de le faire. Donc ça veut dire que finalement, c'est les API qui se rendent aujourd'hui une bonne façon de connecter digitalement les différents acteurs. Et donc ça facilite le open banking. Un amène l'autre par la facilitation. Et pour parler d'open banking depuis une banque, clairement, il y a des études de McKinsey qui montrent qu'effectivement, les banques qui adoptent l'open banking, ça veut dire la collaboration avec des tiers, le partage des données, vont avoir plus de résultats positifs que ceux qui se ferment. Donc ça, c'est aussi montré par des études. Et finalement, l'open banking, c'est rien d'autre que donner accès à ces données dans un mode sécurisé pour pouvoir collaborer et créer des services plus performants. Chacun est très bon à quelque chose. Donc des acteurs digitaux sont très bons dans la partie digitale. Les combiner avec des services financiers, avec des services des banques ou d'autres parties, vont amener plus de valeur vers vous, vers les trésoriers, vers les clients. C'est ça le open banking finalement.
Et l'Europe, on peut dire qu'elle est devant parce qu'on parle beaucoup en Europe, mais aussi Singapour, Hong Kong va dans cette direction-là, et d'autres pays vont suivre. Mais ici, on peut dire que l'Europe est en train aussi mettre pas mal le tempo, et la DSP2, c'est un déclencheur qui va nous aider en fait à aboutir à cet open banking dans une vitesse un peu plus vite. Oui, d'autant qu'on l'échangeait tout à l'heure en aparté, que l'Europe vient aujourd'hui ou demain, va publier quelque chose qui va être une importance assez importante pour notre API et notre open banking. En 2 mots, c'est quoi, Bruno ? La Commission va publier les règles, quelque part, des connexions, le RTS, demain, c'est ce qu'on sait. Et à ce moment-là, ça va commencer à compter le moment où il y a une demande réglementaire d'être ouvert à pouvoir donner des informations de compte et initier des paiements. Et donc, ça serait pour septembre 2014, où tous les acteurs doivent être là, présents, pour pouvoir donner cet accès. Donc, c'est un bon milestone. Après, dans ces RTS, même si le mot technique est dedans, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose de technique. C'est vraiment réglementaire pour qu'il y ait les règles du jeu quand même bien définies. Et tout est à créer. Et tout est à créer, c'est ça, absolument. Alors, création, le concret, parce qu'on est là, certes, pour écouter du jazz, mais le concret. Qu'est-ce qu'on en a eu chez BNP Paribas comme activité concrète suite à ces révolutions, évolutions ? Bon, du côté de Open Banking, quelque part, nous, c'est ce qu'on a accéléré dans les dernières mois, années, c'est la collaboration avec des tierces. D'ailleurs, il y a une session à 16h où on va parler de la collaboration avec des nouveaux entrants, des fintechs, où ça s'accélère. Et quelque part, c'est ce qu'on voit, c'est que ces fintechs sont assez intéressés à collaborer avec des banques. Ils sont des services très performants. Et donc, par exemple, sur une gestion des trésoreries, on travaille avec une société qui a un très bon produit. Tout le monde y gagne. La banque gagne parce qu'il amène une solution chez les trésoriers, là où vous n'avez pas peut-être un outil performant de gestion de trésorerie. La fintech gagne parce qu'elle a accès à un monde des trésoriers qui sont les clients BNP Paribas. Et finalement, vous gagnez aussi parce que vous avez un outil très performant. Donc ça, c'est le concept de open banking. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'en discutant avec une centaine de ces sociétés pour les besoins des trésoriers, c'est qu'ils ne sont pas fermés. Ils deviennent clients en même temps qu'ils deviennent peut-être fournisseurs d'un service ou partenaires dans le fourni d'un service. Donc c'est ça l'esprit de open banking, et je pense que la culture commence aussi à aller dans cette direction-là. Donc un outil de trésorier ou la réconciliation, que c'est un autre problème. On peut travailler avec des fintechs qui sont très performants dans cette bout, et la banque a un rôle à faire que ce parcours client soit intégré, soit sécurisé, qu'ils puissent travailler avec des parties tierces, mais en même temps, l'expérience pour vous reste cohérente, homogène, et vous ne devez pas intégrer vous-même ce type de choses. Les API facilitent ça, mais ce n'est pas que la seule solution pour le faire. Béatrice, on est en train de prendre un petit cocktail. Si je prends un trade API mélangé à l'open banking, j'obtiens quel cocktail chez HSBC ? Alors, on obtient le cocktail que j'appelle le trade 2.0, le booster de valeur. Mon favori. Et il a 4 ingrédients chez HSBC. Donc, le premier, c'est le remplacement de notre système interne qui traite la partie trade finance. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est le pilote pour le groupe de cette nouvelle architecture, qui va être une architecture modulaire. Donc on va construire les solutions un peu en mode Lego. Et donc on devient beaucoup plus agile. Donc on commence avec la création de la plateforme qui va permettre cet open banking. La deuxième étape, c'est la mise en place d'un laboratoire d'innovation qui est aussi chez nous en France, pour la partie trade et affacturage. Et donc pour rebondir sur ce que disait Bruno, c'est effectivement la création de partenariats avec des fintechs où on travaille en mode collaboration et on co-construit avec des clients les nouvelles solutions. Donc on vient créer des modules à valeur ajoutée qu'on connecte via ces fameuses API. C'est là qu'est né notre Trade Tracker, pour donner des exemples concrets, qui est déjà live dans 5 pays, avec plus de 3000 clients et déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Ou encore l'application qu'on a développée avec une fintech qui s'appelle Semsoft et pour lequel il y a une démo organisée dans un des ateliers aujourd'hui. Donc ça nous permet de contrôler l'acheminement des marchandises et d'être en conformité avec les règles de Financial Crime Compliance. Une douzaine de projets sont en permanence à l'étude dans ce lab et on est en mode test and learn.
La troisième couche, c'est de développer des nouvelles offres. Donc on est par exemple dans un certain nombre de proof of concept et d'initiatives telles que We.Trade, donc avec certaines banques françaises, pour développer avec la blockchain des digital marketplaces. Il y a un certain nombre d'autres initiatives pour digitaliser le trade avec cette technique. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est un fonds d'investissement qui a été créé en 2015 par HSBC et qui investit dans des fintechs et dans des acteurs digitaux qui chacun adresse une petite partie de la supply chain, mais qu'il faut intégrer pour avoir une solution, on va dire end-to-end, qui fait du sens et de la valeur pour nos clients. Donc l'idée sous-jacente de tout ça, c'est, comme le disait aussi Bruno, simplification, amélioration de l'expérience client, plus de transparence, plus de valeur, du temps réel, mais aussi une baisse des coûts et pour les banques et pour les trésoreries d'entreprise. Alain, j'ai envie de dire, les API, c'est peut-être l'ADN de base de Swift à l'origine. Donc, avec le recul de votre expérience Swift, comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous nous partagez là-dessus? Je ne dirais pas que l'API est déjà aujourd'hui l'ADN de base de Swift. Bon, on y arrive, c'est clair. Je dirais que l'open banking, quelque part, oui. L'open banking, quelque part, si vous y réfléchissez bien, il y a 40 ans, quand Swift est créé, quelque part, c'était la première version de l'open banking, en tout cas entre les banques. Entre les banques, c'était la première fois que les banques pouvaient avoir accès à toutes les autres au travers d'une plateforme unique, et c'est quelque part un peu le précurseur de l'open banking dans ce cadre-là. Ce que je voulais d'abord deux choses avant de répondre sur les API. Première chose, c'est que on suit très fort cette évolution des fintechs dans le monde. Et c'est clair que depuis 2 ans, on voit une grosse évolution. La première l'évolution entre être des compétiteurs et disrupteurs only, et arriver maintenant à finalement des collaborateurs. Et je dirais même qu'aujourd'hui, nous pensons que l'avenir des fintechs passe vraiment par la collaboration, plus que de l'inverse d'ailleurs, parce que les fintechs se rendent compte aujourd'hui que leur business model est vraiment lié finalement à l'application business des banques, et donc elles doivent vraiment y participer, également. Donc je crois que c'est très important que cette collaboration continue dans l'avenir. Le point sur les API, oui, nous y allons également, nous avançons, nous publions les API, nous avons déjà des services qui sont finalement connectables avec des API, des services de reference data, de KYC, etc., que les banques peuvent aller chercher les informations auprès des API. Je dirais que le service aujourd'hui qui est le plus connu aujourd'hui, je dirais qui se développe très très rapidement, c'est le service dont on a parlé l'année passée d'ailleurs à cette même conférence, qui est GPI, où là finalement les banques ont accès à un service, je dirais, de DHL, où vous pouvez finalement suivre l'évolution de votre transaction, et vous le faites en fait au travers d'API. Alors je dirais que ça devient peut-être le point d'ancrage, ou en tout cas le point de départ, de l'évolution de la messagerie dans le futur. Parce que, évidemment, et éventuellement, dans le futur, vous n'en verrez plus. Si vous considérez que finalement une transaction bancaire a un début de vie et une fin de vie, et que finalement cette transaction est alimentée par un tas d'autres informations, vous pouvez vous dire éventuellement que elle démarre, et puis au travers d'API, chacune des banques qui participent, ou même des corporates qui participent à la transaction, vont soit prendre de l'information, soit rentrer de l'information pour que finalement cette transaction arrive en bout de vie et se termine. Donc peut-être que dans l'avenir, l'API est le précurseur d'un nouveau moyen de communication vraiment entre les banques et le corporate, et même les individus qui rendront ça beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et moins coûteux. Donc je crois que c'est un avenir. Il ne faut pas oublier aussi, parce que vous l'avez mentionné, que l'API c'est une technologie, blockchain c'est une autre. Okay, que les deux peuvent être très complémentaires. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si je devais parier sur un cheval dans les quelques années à venir, je pense que l'API, l'industrie des API est beaucoup plus avancée, beaucoup plus mature que le blockchain, et surtout à moins d'obstacles. Au niveau technologique, le blockchain doit se développer, il y a encore un certain nombre d'obstacles au niveau de la gouvernance, des capacités, etc. Mais peut-être que les deux peuvent être très très complémentaires dans l'avenir. Très bien. Je vous ai mis cette citation d'Henry Ford qui disait, lorsqu'on l'interrogeait, que l'innovation c'était quelque chose de très compliqué et que s'il avait dû demander aux personnes ce qu'elles voulaient, ils n'auraient très certainement pas dit une voiture, mais des chevaux beaucoup plus costauds et beaucoup plus forts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en préparant cette table ronde, on a eu un sujet qui a émergé, et j'ai envie de dire très naturellement, très logiquement, sur l'âge de la collaboration. Et en fait, on s'aperçoit que dans tous nos échanges, la co-construction, co-collaboration
avec des startups, avec des banques, avec des trésoriers, avec pas mal de monde de l'écosystème, ça a l'air d'être aujourd'hui la marque de fabrique. Alors Béatrice, dans le lab que vous avez, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, qui va prendre de l'ampleur, ou est-ce que c'est un phénomène temporaire ? Non, je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc, dans notre lab, nous, on s'est mis en mode start-up et en mode collaboratif. On y fait venir donc, des fintechs et des clients et on travaille ensemble pour co-construire les solutions. Et on y voit beaucoup de vertus. Donc, dans les premières vertus, c'est déjà de bien comprendre le besoin du client. Je donnerai un exemple concret. Quand nous avons travaillé donc, sur cette application smartphone qui permet de traquer les transactions de trade, en fait, nous, en interne, on avait des idées préconçues sur les souhaits du client. Et en fait, quand on a fait venir un de nos clients qui est un trader de coton, qui est venu nous expliquer ce qu'il recherchait dans ce genre d'application, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qu'on avait, nous, dessiné au début. Et donc, on l'a écouté, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un certain succès, je pense, parce qu'il répond vraiment aux besoins du trésorier et du client, un petit peu de toute taille. Donc, cette co-construction, je pense qu'elle est essentielle, elle permet un certain nombre de choses, de valider ou pas un concept et de le faire dans des délais très courts, de développer ces solutions aussi dans des délais courts, parce qu'on a déjà compris quels sont les écueils, et qu'on peut aussi beaucoup plus facilement chiffrer les bénéfices. Donc le business case, en fait, il est beaucoup plus détaillé et ça aide énormément à la priorisation de ces projets informatiques ensuite quand ils doivent être développés. Donc pour moi, cette manière de travailler, c'est vraiment la fin des projets qui ne répondent pas ou partiellement aux besoins des clients, la fin des projets qui durent 3 ou 4 ans, et une aide à la priorisation et surtout, je dirais, un partenariat gagnant-gagnant entre la banque, ses clients et ses fintechs. Ah, ça me semble très bien, ça. Bruno, moi, la question, c'est que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que votre statut de banquier, il a un peu évolué et que je vous vois bien avec des petites serres bien au chaud, où vous mettez des startups en incubation ou faire pousser des jeunes pousses. Je sais plus quel terme, le salon de l'agriculture ayant fermé ses portes, je ne sais plus quel terme utiliser, mais voilà, est-ce que votre rôle n'a pas aussi un peu bougé là-dessus ? Oui, clairement, les banques, je pense qu'ils savent qu'ils doivent changer la façon de fonctionner, et je pense qu'il y a beaucoup de banques qui ont fait cette part. Après, il y a différents rôles, effectivement. Tu as raison, on ne peut pas mettre tout dans le même panier. Donc, il y a un rôle clairement d'intégrateur qui se voit très, très clair quand on commence à mettre une fintech qui, par exemple, traite la réconciliation avec une autre fintech qui traite les moyens de paiement derrière. Donc, on commence à mélanger des fois des offres des différentes sociétés avec l'offre bancaire, et ça donne quelque chose de très poussant. Parce qu'il y a chacun qui fait son boulot très 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 bien. En les mettant ensemble, on a le mieux de ce domaine, surtout quand on parle de comprendre quel est le besoin du client, du trésorier. Et donc là où on aurait dit la banque s'arrête ici, c'est à vous de voir la suite. Ici, on peut aller plus loin et rendre un service qui est complètement intégré de bout en bout. C'est ça l'objectif. Donc la banque comme intégrateur est finalement aussi garant de cette tuyau de confiance pour que ça soit avec les mêmes niveaux de resilience, de continuité, de sécurité. C'est un rôle très clair aujourd'hui. Par contre, la banque aussi continue à avoir son rôle de producteur. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des plateformes digitales aussi très performantes, qui ont déjà des clients à elles-mêmes, mais qui ne veulent pas nécessairement devenir banque. Ils veulent rester digital, être très très bons à créer des nouveaux services. Donc là, dans ce cas-là, la banque aussi a un rôle de producteur, de partenaire pour aussi offrir des services bancaires à ces plateformes digitales. Et ça, c'est aussi un autre rôle possible. Après, il y a une différence entre des fintechs qui sont start-up, ou quand même, on ne va pas offrir un start-up avec un service vers un client qui est un corporate, donc ça c'est certain. Donc il faut les accompagner pour aussi arriver à un niveau de maturité pour pouvoir offrir un service qui va être là demain, après-demain et dans 2 ans. En même temps, il y a d'autres fintechs qui sont plus fintechs, qui font 1 milliard par an. Et donc, c'est là, on ne va pas trop peut-être regarder, mais on va quand même s'assurer que le niveau de service, la sécurité, soit vraiment équivalente à travailler avec BNP Paribas. Et donc, ça, c'est un peu les rôles différents qu'on prenne. Ça modifie notre rôle de banquier, clairement. C'est plus large. C'est compris. On parlait sécurité. Alors, bien évidemment, sur cette slide, on voit open, et ça nous fait plaisir. Banking, ça nous fait plaisir. Et un petit verrou,
je pense que tout trésorier, à un instant de raison, a toujours le petit verrou chevillé au corps. Alain, on vous confie, pas mal dans la salle, vous confie des flux que vous sécurisez, que vous transportez, que vous cryptez, avant d'arriver à nos banques pour les traiter. La sécurité, open banking, il y a le mot open. Est-ce que ça ne va pas être l'open bar de la fraude ? Et dans ces cas-là, est-ce que nous, trésoriers, nous, systèmes, nous écosystèmes, on ne va pas payer l'addition qui risque d'être un peu salée ? En tout cas, l'attention doit être vraiment mise dessus. Il faut bien se rendre compte que le monde du cyber crime et de la fraude a énormément évolué depuis que ce monde devient interconnecté et que finalement les flux d'informations passent de l'un à l'autre à une vitesse VV'. Et plus ce monde sera ouvert, plus ce monde sera interconnecté et plus ce monde sera rapide, au plus le risque de voir finalement des gens d'essayer de bénéficier, de profiter des petits trous éventuellement dans le système vont être là et voir. Évidemment, il est beaucoup plus intéressant d'attaquer une banque au travers en fait de son réseau que de finalement faire comme avant, attaquer une filiale d'une banque avec un revolver et évidemment risquer sa vie. Bon, on a vu dans les cas du Bangladesh et autres. Donc évidemment, SWIFT s'attache beaucoup à ce genre de problématiques. On a lancé des programmes comme le fameux Customer Security Program que nous avons lancé il y a 2 ans, qui a énormément évolué, mais en même temps qui a rendu déjà pas mal de services, puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà quasiment 90% de tout l'ensemble des participants de SWIFT dans le monde entier, dans 212 pays, qui ont réalisé leur self-attestation, qui ont démontré en fait leur attachement à ces principes de sécurité et qui, dans une seconde phase maintenant, vont devoir démontrer qu'ils sont compliant à ces principes. Je crois que cette bataille sera endless, hein, ça ne va jamais s'arrêter. La technologie va évoluer et donc les cyber criminals vont évoluer aussi, donc il faudra s'armer. Il faut bien se rendre compte d'une chose dans ce monde du cyber, c'est que d'abord, 2 points. Première chose, c'est quand on parle d'API, on parle aujourd'hui essentiellement aussi des API entre les banques, les applications bancaires, mais surtout aussi les API qui vous permettent d'avoir accès à l'information au travers de smartphones et autres. Il y a une chose qu'on apprend tous quand on est jeune, on est éduqué par nos parents, on nous apprend à manger, on nous apprend à être poli, à dire bonjour, on n'apprend pas à personne comment utiliser un smartphone. À personne. Et surtout pas dans les pays en voie de développement, dans les pays comme où je vais souvent en Inde, en Chine, où vous avez des centaines de millions de gens qui utilisent finalement les smartphones, même les applications bancaires, sans savoir éventuellement les conséquences cyber qu'ils puissent avoir au travers de l'utilisation de ces systèmes. Donc je crois que la menace est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Elle est également pour les corporates, parce qu'il faut bien savoir une chose aussi, que dans le programme de self-attestation qu'on a lancé, en France, nous avons plus de 360, je pense, corporates connectés au réseau SWIFT. Ces corporates-là, eh bien, ont le taux le plus bas, le plus faible de self-attestation. Ce qui me tend à penser quoi ? C'est me tend à penser que l'attention sur ces domaines de cyber, en tout cas dans les flux de transactions bancaires, n'est pas encore au niveau où il devrait être dans l'avenir. Donc on met vraiment en focus dans les pays comme la France et autres, de faire en sorte que les applications des corporates qui se relient aux banques soient vraiment protégées comme elles devraient l'être dans l'avenir aussi. Donc c'est vraiment un domaine d'attention à tout moment. Ça va continuer à évoluer, ça sera encore plus difficile dans l'avenir, et notre objectif c'est de faire en sorte que finalement tout le monde parle le même langage et que tout le monde soit protégé de la meilleure manière possible. Vous avez une phrase sans trahir de secret qui dit « Failure is not an option ». Et je trouve que la phrase, elle est à méditer parce qu'effectivement, elle remet toutes les choses au bon endroit. J'ai envie de demander à Bruno, qu'est-ce que l'open banking sécurité opposé Clairement, c'est la vitesse de l'open banking, ça va dépendre de notre capacité à sécuriser, c'est ce qu'on fait. Et il y aura des histoires, des fois, qui vont nous ralentir, et des histoires qui vont nous faire continuer à avancer. C'est ce qui n'est pas un secret, c'est que les malfaiteurs, ils dépensent 5 fois plus que tout ce qu'on dépense en sécurité. Donc on a toujours aujourd'hui une dépense moindre de ce qu'on devrait être. Et l'opportunité, le risque d'opportunité de ne pas obtenir tous les bénéfices que l'open banking peut nous amener est énorme. McKinsey, pour le citer une deuxième fois, désolé McKinsey, mais ils disent qu'il y a 3 milliards de milliards à faire en termes de valeurs économiques en ajout dans le monde à 2021-22. Donc finalement, cette opportunité, c'est à nous de la perdre si on ne fait pas les choses de façon à sécuriser
nos projets, nos nouvelles offres. Et effectivement, il faut tenir la sécurité au cœur de tout. Il y a des programmes qu'on commence à faire aussi dans la communauté avec des trésoriers, avec des banques, avec d'autres parties, d'augmenter la connaissance de qu'est-ce que c'est cybersécurité. Il y a un collègue qui m'explique que toutes les personnes qui travaillent à la cybersécurité sont des gens de 40 ans et ils sont des hommes. Donc il faut augmenter aussi le nombre de personnes qui travaillent à la cybersécurité pour comprendre comment les malfaiteurs fonctionnent et essayer d'être bien prêts pour répondre, pour se récupérer, pour diminuer le risque. Mais c'est la clé. C'est la clé de Open Banking, c'est la capacité à se protéger. Si on peut augmenter le nombre d'hommes, j'aimerais bien aussi qu'on augmente le nombre de femmes dans la cybersécurité. Je pense qu'elles amèneront des idées très, très concrètes pour mettre ça à mal en termes de sécurité. Béatrice, qu'est-ce que HSBC, la vision d'HSBC sur cet aspect sécurité? Je dirais qu'elle est assez similaire à mes deux collègues qui sont intervenus auparavant. C'est une préoccupation du quotidien. Et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas prêt à faire des concessions parce que aujourd'hui c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre vous travaillent avec des banques, c'est parce qu'il y a une certaine sécurité et de la confiance, et donc c'est un pilier de la relation banque-entreprise qu'on n'est pas prêt à remettre en question pour de la facilité opérationnelle au quotidien. Donc c'est vrai que dans tous les projets qu'on mène, l'aspect sécurité est un prérequis. Et je dirais que si on trouve une solution qui est super dans notre lab, mais qui n'apporte pas le niveau de sécurité qui est requis par HSBC, bien sûr, on n'ira pas au-delà. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place une architecture modulaire, je l'expliquais tout à l'heure, parce qu'on part du principe que si on voit une faille de sécurité à un endroit, on se prive de service à un instant T, mais on ne disrupte pas le reste des activités de trade et d'affacturage. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette architecture d'open banking. Très bien. Vous savez, le gérant de cette boîte de jazz, il est extrêmement scrupuleux sur le timing et des choses comme ça. Donc, on va le respecter. Mais juste avant, et en fait, c'est pour vous sonder un petit peu, on voudrait savoir si vous allez utiliser les API dans les prochaines... alors, il y avait actuellement ceux qui l'utilisent actuellement, potentiellement dans les 6 prochains mois, dans un an, ou les 4% ou 3%, jamais. Donc ce qui a l'air de se dégager, c'est que une bonne réponse de trésorier, on se revoit dans un an. Hervé, je crois que ça donne une possibilité de sujet pour dans un an. J'espère que les 53 dans un an ne rediront pas 53 encore pour un an et qu'ils auront évolué. On va vous donner la parole s'il y a des questions. Le message que j'en retiens et que je fais passer, c'est que nous, trésoriers, on a intérêt à collaborer avec les banques et on a intérêt à faire remonter potentiellement nos demandes qui sont aujourd'hui pas forcément couvertes ou les faire évoluer. Ça, c'est le côté co-construction. Et pour être co-constructeur, il faut être deux et il faut qu'on fasse ça. Et que l'autre aspect, qu'on n'hésite pas à tester sous forme de POC avec les personnes qui aujourd'hui donnent des solutions. Je rends la parole au gérant du Jazz Club en le remerciant de nous avoir confié les rênes et d'avoir eu l'opportunité de faire ce petit moment de jazz dans une période happy. Et je vous souhaite bien évidemment une happy end. Merci au quartet. Merci au quartet. Et nous allons retrouver notre ami la Catchbox, évidemment, pour pouvoir leur poser quelques questions. Il y en a déjà qui sont arrivées par ConnexMe. Je propose à Brice de nous montrer la première question, la question de Tatiana. Face à la montée des fintech, notamment avec l'arrivée de l'open banking, comment évolue le business model des banques? Là, il y a de quoi faire une journée entière. Donc, Bruno, 30 secondes, Béatrice, 47 secondes. La parité. Mais il faut trouver le bon modèle. Il n'y a pas un seul modèle. Le niveau de risque, il faut le voir avec le niveau de revenu, avec la façon comme c'est sustainable. Ça, je ne sais pas en français, mais comment ça peut retenir la longueur des vies des offres. Donc clairement, on sait que les banques vont devoir trouver une façon de gérer le risque avec des nouveaux modèles de revenus où il y aura plus de partage de ce type de revenus aussi. Ça, c'est la réalité. Mais en même temps, c'est à définir tous ces modèles-là. Je dirais que c'est un peu trop tôt pour avoir une réponse finale sur ça.
Alors pour moi, le business model des banques, il est en train de se recentrer sur les clients, ce qui, je pense, est une bonne chose, avec une logique d'économie partagée, puisque l'open banking, ça signifie des économies chez nous. Alors un investissement initial, d'accord, mais des économies chez nous, dans les process, grâce à la digitalisation, et qui va se traduire aussi par des économies chez vous, puisque ces API ou cet open banking, ça veut dire que ça va faciliter la connectivité avec vos trésoreries. Donc c'est vraiment ça que le business model pour moi évolue. Merci Béatrice, merci Bruno. Une autre question qui nous vient de la salle. Il n'y en a plus d'autres. Ah si, voilà. Si. Michael Djerekian, excellent consultant de chez Utsit. J'espère qu'il n'a pas écrit de bêtises. Non, ça va. D'après le World FinTech Forum report de Capgemini, les FinTech indiquent comme principale difficulté de travail avec les banques leur manque de souplesse et, plus étonnant, leur manque de volonté de partenariat. Comment les banquiers sur scène réagissent-ils à cela? Alors on va faire dans l'ordre inverse. On va commencer par Béatrice. Je pense que le manque de souplesse, c'est souvent lié à la sécurité, hein, pour être très honnête. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait des solutions qui étaient très sécuritaires et pas très ouvertes. Bon, l'open banking nous permet normalement de revoir un peu ça, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on est vu comme pas très souple, principalement pour ces raisons de sécurité. Cela dit, je pense qu'on est en train un peu de changer de business model, comme l'évoquait la question précédente, et qu'il y a quand même une volonté d'ouverture, une volonté de partenariat. Je pense que, par exemple, la création de notre lab, c'est vraiment cette volonté de co-construire avec les entreprises. Après, c'est vrai que ça doit peut-être être étendu. Je dirais, bon, c'est vrai qu'on apprend en marchant aussi, donc c'est vrai que ça évolue beaucoup dans les dernières années. Je pense que les banques apprennent aussi à comment mieux travailler avec les fintech, et les fintech aussi. Jusqu'à maintenant, on a, je peux dire, on a une courbe des apprentissages. Mais une fois, j'ai rencontré quelqu'un de la Commission européenne qui était sur une fintech task force. Et c'était intéressant parce que je lui dis, est-ce que tu es au courant que quand même, c'est quand même difficile pour une banque d'offrir un nouveau service quand on est responsable absolument de la sécurité financière, pas seulement sécurité de cybersécurité, mais on a beaucoup d'autres tâches qu'il faut quand même prévoir, et on a beaucoup de risques à ne pas le faire, par rapport à un risque d'une fintech qui peut-être n'aurait pas les mêmes devoirs. Et donc il était bien au courant de ça, que c'est la complexité. Et donc je pense qu'aujourd'hui on essaye de faire le mieux avec les contraintes bancaires, d'essayer d'introduire les fintech dans l'écosystème. Et on doit faire les deux, le travail qu'on a comme banquier, plus le travail d'augmenter les nombres de fintech avec qui on collabore. Et c'est pas évident, je veux dire, il faut être honnête, c'est pas évident, mais je pense qu'on a beaucoup d'améliorations au niveau bancaire partout dans les dernières 2 ans, ça s'accélère. Et les API nous aident à être plus flexibles aussi par rapport à ça, pour revenir au thème de la journée. Une question pour Alain, c'est une question de moi. Hein. Depuis une dizaine d'années, Swift organise en parallèle de Saibos un programme qui s'appelle InnoTribe, dans lequel en fait les banques et les fintech collaborent et, au vu et au su de tout le monde, disons ça comme ça, et de manière très ouverte et très voilà. Donc est-ce que tu pourrais nous donner quelques indications autour de ce programme et quels sont les impacts que vous avez vus au bout de 10 ans dans la co-création de services éventuellement? Je vais être clair. Je crois que la raison principale pour laquelle nous avons lancé InnoTribe à l'époque, il y a plus ou moins 10 ans, comme tu le dis, c'était finalement donner une image de notre société différente. C'était montrer que Swift reste une société innovante, pas vraiment le brontosaure de l'industrie financière, et vraiment à évoluer. Et donc finalement, ça nous a permis d'être exposés à toutes ces fintech, banques, développeurs, innovateurs, qui apportent des idées. Ça nous a permis aussi finalement de le canaliser, parce que finalement, oui, on en parlait tout à l'heure, la collaboration n'est pas toujours aussi simple que ça. Et finalement, aujourd'hui, on fait des InnoTribe locaux, régionaux. On en a fait à Singapour il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre du GPI, et de voir comment on pouvait collaborer là-dessus. Et ça a vraiment démontré aussi un peu, dans certains cas de ces fintech, la naïveté aussi de leur connaissance du monde bancaire. Ils arrivent, ils pensent qu'ils peuvent, parce qu'ils ont la technologie, les API, etc., révolutionner tout, et puis ils se rendent compte que finalement, les données qu'ils se rendent compte, c'est important. Et c'est important qu'elles restent bien là. Donc voilà, que la propriété intellectuelle, la propriété des gens, ça c'est très important. Le trust que les banques apportent aussi auprès de leurs clients, c'est très important. Donc on permet finalement, en les mettant ensemble, de s'approcher et de comprendre vraiment l'un côté et l'autre côté en fait, de l'industrie de la collaboration. Alors
Unotra, c'est vraiment considérablement développé autour des années. Maintenant, ça devient vraiment un des principaux streams de Sibos. Ça aura lieu maintenant à Sydney cette année-ci. Et ce sera vraiment un événement vraiment un peu différent aussi, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que un des principaux, si pas le principal canal d'innovation bancaire et financial services vient de l'Asie. Ça ne vient pas de l'Europe, ça ne vient pas des États-Unis. Il faut savoir que dans certains pays de l'Asie, comme la Chine, les banques ont perdu en 3 ans 100% de leur market share des paiements domestiques. 100%. Okay, donc vous vous rendez compte de l'impact de ça. Pourquoi? Parce que vous avez 2 sociétés qui ont été créées. Une s'appelle Alipay, l'autre s'appelle WeChat, et c'est parti. Et donc en 3 ans, ces sociétés, connaissant très très bien le marché, ont proposé des technologies qui ont fait en sorte que les banques ont perdu 100% de leur... Et donc cette innovation, elle est là, elle se crée, elle se construit de plus en plus. Ces sociétés en énorme appétit, et donc finalement on se rend compte que l'innovation vient essentiellement de l'Asie aujourd'hui, et spécialement en Australie aussi, où là, comme vous le savez, on a créé un système de paiement instantané qui vient d'être lancé live il y a 15 jours, et qui a la particularité justement de servir d'incubateur, parce que finalement on n'a qu'une plateforme de messagerie interactive, real-time, mais surtout ce qui est plus intéressant, c'est au travers de ces InnoTribe et innovations, on a créé un écosystème où vous avez ce qu'on appelle des overlays, donc des fintechs qui peuvent créer des systèmes à valeur ajoutée qui aident les banques finalement à donner un meilleur service aux clients sur la base de cette plateforme de messagerie instantanée. Et donc vous créez finalement en se faisant, en discutant avec ces fintechs, avec les banques, un écosystème qui apportera finalement une valeur ajoutée aux clients, corporate ou retail, beaucoup plus important qu'avant. Merci Alain. Est-ce qu'on a d'autres questions via ConnexMe? Sinon j'en ai encore en réserve. Ignacio. Ah, où il est Ignacio? Président. Là, ah tiens. J'étais sûr que tu voulais la catchbox. Ça fait mal, hein? Ouais. Bon, c'était pas une question en fait, hein, c'était plutôt dire, je vous sens plus à l'aise que l'année dernière, plus ouverte à l'assistance des fintechs à côté de vous. Je voulais savoir si à l'interne, vous ressentez ça aussi, quand vous parlez avec vos confrères, avec les gens de votre banque. Si ça rajeunit un peu à l'intérieur et si vous avez pu révolutionner chez vous comment on voit les fintechs depuis 1 an. Oui. Non, clairement, je pense que c'est un parcours très intéressant à l'interne des banques aussi. Il y a même exposé ces types de sujets à les personnes qui travaillent en legal, compliance, l'IT. Donc c'est des phénomènes qui demandent aussi d'expliquer aux autres pourquoi on doit être plus flexible, pourquoi on doit pouvoir héberger des systèmes de tierces, pourquoi est-ce qu'on doit avoir des API. Donc clairement, il y a un changement, mais je pense qu'on voit clairement qu'on doit évoluer vers cette zone-là. J'ai eu le call l'autre jour d'une autre banque confrère qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait un API pour faire des batchs de paiement. Est-ce que tu as une idée? Donc on va se voir en Espagne, on va aller manger, prendre un verre et on va imaginer un API, un batch, parce que ça n'existait pas, c'est pas dans les RTS ou dans les premiers scénarios. Mais donc effectivement, il y a une autre, je pense, dynamique, et c'est super. Je trouve que c'est super, c'est le bon moment. Alors, en interne, côté HSBC, moi je trouve que c'est un énorme vecteur de motivation. C'est que nos collaborateurs se sentent de nouveau à la manœuvre pour développer des nouvelles solutions pour les clients. J'en veux pour preuve la collaboration dans mon lab, puisque bon, c'est un lab collaboratif, donc vient qui veut. J'ai 50 collaborateurs en permanence qui contribuent à nos 12 projets qui sont en cours, et je sens qu'ils sont extrêmement motivés de pouvoir changer la manière dont la banque travaille et essayer d'influencer le business model, notre avenir. Donc je trouve que ça fait un certain buzz, et il y a une communication maintenant qui commence à se faire aussi, je dirais, au niveau global, parce que bon, mon laboratoire il est mondial, mais il est quand même basé à Paris. Et maintenant, toutes les régions apportent des idées, des solutions, l'Asie, les US. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant. Ensuite, la communication avec les autres banques sur les idées et les fintechs qu'on utilise, ça devient du quotidien. Moi, j'ai régulièrement des collègues d'autres banques qui m'appellent pour savoir comment ça se passe. Et on échange beaucoup sur la manière de travailler avec les fintechs, parce que c'est quand même un peu nouveau pour nous tous. C'est super rapide.
Autre question de ConnexMe? Pas de question de ConnexMe, très bien. Donc moi j'en ai encore dans ma besace. Alors j'avais une petite question en fait qui est liée à l'arrivée de l'instant payment. Et en fait elle a peut-être nécessité de voir les API non pas uniquement comme le remplacement d'un canal de communication existant, mais plutôt comme la manière d'insérer plus profondément la place de la banque dans le process métier des clients. Si je prends l'exemple d'une société comme un retailer bien connu du boulevard Haussmann, vous ne trompez pas de magasin, parce que la dernière fois je me suis trompé de magasin, il n'y avait que des Chinois à l'intérieur. Même les vendeuses étaient des Chinoises. Et on m'a dit, mais c'est normal, tu es dans le magasin d'en face pour les Chinois. Bon, alors, donc vous ne vous trompez pas de magasin. Mais là, donc pour toi, par exemple, Lionel, j'ai une question pour toi. Est-ce que cette idée de dire on va pouvoir faire des choses instantanées, est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont tu gères ton parcours client de manière beaucoup plus profonde que jusqu'à maintenant avec les systèmes que tu utilisais? C'est une évidence que pour le client, pour l'entreprise et pour le retailer, c'est vrai que le paiement, c'est le moins sexy de la période avec la relation avec le client. Pourquoi? S'il y a un petit grain de sable qui vient s'y mettre, vous passez instantanément d'une expérience shopping idéale à un pire cauchemar parce que vous allez voir en tant que client dans l'œil du vendeur qu'il commence à vous distinguer comme un potentiel fraudeur. Vous vous sentez un peu attaqué dans votre amour-propre parce que jusque-là, tout s'est bien passé, et finalement, ça peut vite dégénérer. Donc oui, bien évidemment, plus vous vendez un bien cher, plus vous êtes exposé. Donc oui, c'est une nécessité de le faire. L'arrivée d'opérateurs chinois qui ont été décrits par Alain tout à l'heure, évidemment, ça a révolutionné radicalement la façon d'appréhender le métier. On a un smartphone familier, nos clients chinois qui sont extrêmement au courant par les réseaux sociaux que des fois ils se font cambrioler sur les autoroutes françaises aux aires de paiement ou à la descente de leur hôtel. Voilà, tout ça, ça fabrique des fois des rumeurs qui vont très très vite. Et de ce fait, tout ce qui peut rendre confortable, rapide, rassurant, initie forcément un canal très intéressant, parce que quand on est bien happy, on dépense bien. Et finalement, oui, c'est une nécessité que ces API arrivent pour les encaissements, en tout cas rapidement, de façon à ce que tout le monde soit très décontracté et que business fonctionne comme il se doit. Merci Lionel. Question pour Alain. Toujours instant payment à Singapour, instant payment maintenant en Australie. Imaginons que je veuille faire un paiement international cross-border à UD, SGD. Est-ce que tu as une solution pour moi? Eh bien, c'est bien que tu en parles parce que j'étais justement en Australie la semaine passée et nous avons eu un premier workshop avec des banques singapouriennes, thaïlandaises, chinoises et australiennes évidemment. Donc on avait un telepresence avec ces trois pays-là, où on a commencé à parler de relier finalement leur système de paiement real-time avec GPI. Parce que GPI, maintenant, on peut prouver que finalement le paiement, dans toutes les transactions de GPI qu'on a aujourd'hui, on en a des centaines de milliers par jour, il y en a certaines qui sont délivrées au final recipient en 7 secondes. Donc la technologie n'est pas un obstacle pour finalement faire des paiements internationaux. Et si vous pouvez maintenant relier ça à des systèmes de paiement real-time dans les pays, ça devient finalement un real-time cross-border, puisque finalement en 15 secondes en cross-border, pour moi, c'est du quasi real-time. Et donc, nous allons rentrer dans une phase pilote, en fait. Toutes ces banques veulent le faire tout de suite, surtout dans un pays comme l'Asie. Pourquoi? Parce que les banques chinoises se rendent compte que si elles payent dans la journée, comme elles sont quasiment à la fin de la journée, eh bien, la plupart de leurs paiements sont overnight. Et donc là, elles se disent, eh bien, si je paye maintenant en Australie, alors que c'était overnight, garanti pour la plupart de mes transactions, là, je vais carrément être en real-time, donc il y a un véritable bénéfice pour mes clients. Il faut savoir aussi que la Chine a une diaspora gigantesque, ce sont des dizaines de millions de gens qui sont à l'extérieur, des millions et des millions d'étudiants, et donc paradoxalement, un des principaux services réalisés par GPI, c'est sur le paiement en fait, des fees pour les écoles, etc. Et là, évidemment, faire un paiement real-time, quand vous êtes parent, vous voulez payer votre enfant et vous êtes sûr qu'il a reçu l'argent, eh bien c'est fantastique. Donc c'est en train de se passer. Je crois qu'on ira plus vite dans ces paiements real-time cross-border qu'on ne le pense. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a absolument envie d'attraper la catchbox. J'ai très envie de la lancer, je dois dire. Est-ce que quelqu'un veut la catchbox pour poser une dernière question à notre panel?
Ah, c'est dommage. Hein. Non, c'est pas mal. Tiens, Laurent, allez. Alors, une question, mais tu peux la poser à qui tu veux. Tu peux choisir. Je vais la poser à tous. En fait, moi, j'ai une impression dans tout ce qui se développe qu'on est avec quelque chose qui est très intégré côté bancaire et relativement peu intégré côté corporate. Or, notre vrai besoin, c'est d'avoir une intégration, c'est-à-dire que nous avons besoin que ce soit complètement enregistré chez nous. Et pour ça, on avait une solution qui était par Swift, qui était principalement par le File Act, qui permettait de transmettre des fichiers complets d'informations. Là, vous parlez d'autres solutions, mais pour lesquelles moi, je ne retrouve pas l'intégration, et l'intégration que nous allons voir chez nous, qui nous est indispensable. Comment est-ce que vous voyez cette évolution ? Alors, peut-être je peux apporter une première réponse. C'est vrai qu'il commence à y avoir des partenariats avec certaines sociétés qui permettent de faire ça. Par exemple, je pense à une fintech plutôt grosse avec laquelle on travaille, qui s'appelle TradeShift, qui fait par exemple du Procure to Pay. Bon, on est intégré avec eux dans le module financement-paiement. Donc ça, c'est le genre de solutions qui commencent à se développer, qui sont relativement intégrées et qui, du coup, facilitent, je dirais, la récupération des informations de votre côté. Après, il faut être clair, hein, Swift for Corporate va continuer à exister avec le File Act sur le trade. Mais je dirais, ce qui est important, c'est qu'on propose aujourd'hui une multiplicité de canaux avec à peu près la même expérience partout. Et donc, je dirais, aujourd'hui, il y a des fintechs qui proposent l'intégration ou la récupération des invoices directement de vos ERP et l'intégration dans nos systèmes. Toutes ces offres, elles sont en train d'être consolidées avec notre offre bancaire pour proposer des solutions complètes plutôt qu'une expérience un peu parcellaire de votre côté. Donc ça, c'est la partie qui est en train de se développer. Alors je ne dis pas que elle couvre aujourd'hui tous les services, mais c'est la trajectoire, on va dire, qu'on est en train de prendre côté bancaire. Oui, je peux dire la même chose, c'est que finalement le rôle des banquiers comme intégrateur que je disais, c'est effectivement voir ça chez le client, qu'est-ce que ça veut dire pour que ça soit le moindre difficile possible à se connecter. Invoice to cash, que c'est équivalent, c'est ce que vous faites, mais du côté cash, c'est la même chose, c'est comment est-ce que ça va amener les fonds dans le compte de trésorier avec la réconciliation le plus facile possible. Donc le but, c'est que les solutions soient facilement intégrées. Les API pourraient venir, les systèmes de trésorerie vont commencer à changer aussi et demander des API parce que ça va être plus facile de se connecter au monde bancaire. Donc éventuellement, on va voir que si cette intégration va être facilitée par des API, on a déjà des trésoriers qui nous appellent quand est-ce qu'on peut avoir les API prêts pour pouvoir implémenter ma gestion de trésorerie, nouveau système. Et donc tout ça, ça va faciliter cette intégration. Mais la banque a un rôle clé, je pense, à jouer d'intégrateur dans tout ça. Et intégrateur, ça veut dire que ça rentre, ça sort le plus facilement chez vous. Je pense que ça, c'est le rôle des demain. Peut-être juste un point, parce que dans ce cadre-là, moi je parle plutôt d'évolution plutôt que de révolution. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux services qui pourraient se baser sur des APIs, qui seront finalement construits sur des technologies qui existent déjà aujourd'hui, mais qui seront finalement meilleures en termes de client experience. Et finalement, c'est ça qui compte. Hein. Finalement, c'est le client experience. Pourquoi vous aimez votre smartphone aujourd'hui? Parce que finalement, ça vous donne un accès, une expérience client qui est vraiment fabuleuse. C'est ça qui a fait changer le schéma en Chine, le client experience. Mais ça peut se construire sur des technologies qui existent déjà aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen de faire ça avec les API notamment, et de faire en sorte d'intégrer ça ultimement, finalement, à vos applications. Je crois que c'est important aussi, dans ce cadre-là, de faire en sorte que tous ces APIs, à un moment donné, utilisent plus ou moins les mêmes schémas, se standardisent, si je peux dire ça. On aime bien les standards chez Swift, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez des centaines d'APIs qui se créent tous les jours. Ne fût-ce qu'en Europe, vous en avez, des listes et des listes, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, surtout pour l'intégration, il faudra arriver à un moyen de standardiser ces APIs d'une certaine manière, pour qu'au moins le moyen d'intégrer ces APIs et les flux d'informations soient plus ou moins les mêmes. Et là, à ce moment-là, vous aurez des vendors, des sociétés de software qui vont vraiment intégrer ça dans vos applications. D'autant plus que nous, trésoriers, je crois qu'on a aussi cette évangélisation à porter auprès de nos responsables informatiques, parce que
je crois que les trésoriers sont assez ouverts à avoir des nouvelles solutions, mais souvent, en interne, on va vous expliquer que ce n'est pas du tout corporate en termes de fonctionnement par rapport à la politique groupe de la gestion du risque ou des aspects. Et souvent, on est un peu bridé. Et il faut aussi, de notre côté, on reprochait le manque de souplesse des banques et le manque d'ouverture. Je pense que de temps en temps, on doit aussi prendre notre bâton de pèlerin et aller frapper aux directions informatiques de nos groupes en disant... C'est peut-être pas dans la définition standard de notre système de protection, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse à ce que ça puisse quand même être un jour utilisable parce que j'en ai besoin. Au départ, on vous fait un nom de principe. Si vous développez, vous mettez un ROI au bout, vous avez souvent un oui de principe qui arrive. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense. Merci à tous. On arrive à la fin de cette Happy Hour. Merci à notre quartet. La suite du programme est très simple. Atelier, goûter, plénière. Alors, trois petites indications plutôt. Avant, je disais 2, mais quelqu'un qui a fait Sciences Po m'a dit qu'il faut toujours dire 3. Donc maintenant, j'en trouve toujours une troisième. Alors, première indication, si vous avez envie de gagner un voyage, je ne sais plus, il faut aller chez ING. ING m'a dit il faut absolument que les gens viennent jouer chez nous, il y a un jeu. Donc si vous voulez aller jouer, vous allez chez ING. Si vous voulez assister à un atelier sur les API, je fais une petite pub pour la zone asiatique dont Alain vient de nous parler. Donc si vous avez raté l'atelier de Lucie de 14h, vous avez un petit revival à l'atelier de StandChart qui est complètement centré sur les API avec Armel Poulou d'EDF pour essayer d'avoir un atelier, vraiment un atelier de travail autour de cette idée. Peut-on, quand on est trésorier, apporter des besoins et demander à la banque comment on peut les intégrer pour faire un truc qui marche bien ensemble? Je crois que c'est un truc où on devrait pouvoir parler, s'exprimer, et voilà, ça serait bien. Tous les autres ateliers sont super, évidemment, mais celui-là m'a semblé intéressant, d'autant plus qu'un de nos stagiaires avait travaillé pour que ça marche, donc voilà. Et la troisième annonce, c'est à tous les élèves du master trésorerie de la Sorbonne de cette année et à tous ceux qui les ont précédés les 10 années précédentes, puisqu'on fête le 10e anniversaire du master de trésor de la Sorbonne, vous restez ici ou vous venez si vous n'êtes pas là. Si jamais vous êtes dans l'auditorium et que vous m'entendez, vous descendez à toute vitesse, car on va faire la traditionnelle photo du master, en espérant qu'un jour, on sera obligé de la faire, tout le monde assis, il y aura 600 anciens élèves, et on dira « Bonjour, Univers Master », et voilà, ce sera super. Bon. Donc moi, je vous donne rendez-vous ici à 17h15, et en attendant, atelier goûter.